Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait du roman de Julie Nadeau, Mission tuer Hitler. Dans la version française, il a pour titre Mission infiltrer Hitler. Prologue. 1 litre d'essence et 2 allumettes. Le 10 avril 1942, Auschwitz, Pologne. Elle n'avait mangé qu'une soupe, avec quelques nouilles, au cours des 3 derniers jours. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, la jeune femme courait avec une ferveur incroyable, comme si sa vie en dépendait. Oui, sa vie en dépendait vraiment. On aurait dit une gazelle, traversant la jungle avec légèreté et agilité. Le plus impressionnant était qu'elle parvenait à courir à toute vitesse, avec seulement 5 orteils. Ses genoux étaient ensanglantés, on voyait le rouge imbiber ce qu'elle qualifiait de jupe. En pénétrant dans la forêt, elle s'était pris les pieds à plusieurs reprises dans les racines des arbres. Ces chutes lui avaient causé des blessures. Qu'à cela ne tienne, il lui en faudrait plus pour s'arrêter. À chaque enjambée, le cœur de cette jeune femme pulsait le plus de sang possible vers ses membres. Cette demande d'énergie, soudaine, sollicita tant ses cuisses et ses mollets que ses muscles s'en trouvèrent atrophiés. Ses pieds la faisaient souffrir. Elle était rendue si maigre que la peau sous l'os de ses talons menaçait de se fendre à chaque pas. Mathilda, cette juive à la beauté surprenante, à la silhouette svelte et une chevelure d'un blond si pâle qu'on aurait pu les confondre avec l'éclat lumineux de la neige, se trouvait dans son pire état. La vie avait pris une tournure tellement inconcevable dans les 2 dernières années qu'elle avait réellement changé, pas seulement son apparence. Tout en elle était différent. Sa bonté avait fait place à un cœur froid et assoiffé de vengeance. Mathilda demandait un tel effort à son corps qu'elle se sentait étourdie. Sa peau tournait au noir à certains endroits, tant elle était crasseuse. Mais le plus inquiétant était que sous cette épaisse couche de saleté, l'épiderme de cette pauvre prisonnière n'avait jamais été aussi affecté. Son séjour à Auschwitz fut à ce point insalubre que par moments elle avait souhaité s'éteindre. La seule chose qui l'avait poussée à ne pas vouloir réellement mourir fut tout simplement que sa mort était l'objectif des officiers SS et d'Hitler. Si elle mettait fin à ses jours, elle donnait à ces monstrueuses créatures ce qu'elle désirait. Elle s'était donc fait la promesse, quelques jours après son arrivée entre ces murs, qu'elle sortirait vivante de ce camp de la mort. À bout de force, elle continua sa course vers la liberté. Elle manquait d'air, car elle oubliait même de respirer. À ce moment, une seule pensée envahissait le cerveau de Mathilda. Mathilda. C'est incroyable, je peux sentir le sang circuler dans mes veines et venir tambouriner sur mes tempes. C'est douloureux, mais agréable. Une douleur apaisante et vivifiante. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression que je vais réveiller le vieux couple de fermiers qui dort confortablement dans leur taudis, ceux à qui je viens tout juste de subtiliser 1 litre d'essence. Pas du diesel, non, de l'essence pure, car, à ce qu'il paraît, c'est le gaz qui brûle le plus vite. En réalité, je n'ai besoin de calciner qu'une petite surface, afin de faire disparaître toute trace de ce qui s'apprête à être mon passé. Mais nous sommes en temps de guerre, et celle-ci est loin d'être terminée. Alors pas question de gambader dans les rues avec un tatouage juif sur le bras. Encore moins avec une petite brûlure couvrant à peine l'endroit exact où cette maudite encre est censée se trouver. Ce ne serait pas assez subtil, non. La lésion doit, à tout prix, paraître réelle. En faisant flamber une portion beaucoup plus grande de mon corps, j'arriverai à camoufler la marque. Je pourrais redevenir une personne à part entière. Enfin n'importe qui, mais pas une juive qui vient de s'évader du camp où elle était censée crever. Des mèches de cheveux rebelles me brouillent la vue, d'autant plus que les larmes qui coulent sur mes joues ne me sont pas d'une grande aide. Les minutes à venir constitueront un tournant charnière dans ma vie. Ce seront sans aucun doute parmi les plus douloureuses au point de vue physique. Moi, Mathilda Jakowski, j'allais redevenir un humain normal. Et vous, qu'auriez-vous fait des 2 heures suivant votre évasion de l'antre de la mort? Le soleil commence à poindre, au loin derrière les vieilles granges de ce petit village rural en bordure du camp. D'ici quelques instants, les gardes et mes voisines de lit s'apercevront de mon absence, sauront que je me suis échappée, d'autres croiront que je suis morte d'épuisement dans un coin.
comme cela arrive si souvent. Bien vite, on ne parlera plus de moi, car quelqu'un d'autre sera trouvé sans vie. La mort était devenue quelque chose de si normal que l'on ne versait plus de larmes pour ceux dont l'âme montait aux cieux, même que parfois on se surprenait à les envier. J'ai tout ce dont j'ai besoin. 1 litre de gaz, 2 allumettes, un vieux morceau de tissu que je place entre mes dents, une bouteille de vodka pure et un couteau sale, mais bien aiguisé. Voilà les 5 choses pour lesquelles je vivais depuis mon évasion. Utiliser ces 5 choses en même temps allait devenir mon passeport vers la liberté. Ma fugue avait réussi, mais je n'étais actuellement pas en mesure de fêter, ni de sourire à la suite de ma victoire. Ceci n'était qu'une infime bataille remportée. La guerre n'était toujours pas gagnée. L'air qui entre dans mon nez et dans ma gorge semble brûler mon œsophage, tellement elle me paraît pure. Pourtant, je ne suis qu'à quelques kilomètres de mon ancienne prison, ce maudit camp où je viens de gaspiller 631 journées. Pendant tout ce temps, j'ai eu la sensation que mes poumons se détérioraient. Non, je n'avais pas de rhume ou de maladie quelconque, car j'ai une santé de fer. Je tiens cela de mon père. En fait, c'est plutôt à cause de l'air infect que je respirais chaque jour que j'avais l'impression que tout mon intérieur était pollué. Pollué par cette odeur que je ne pourrai jamais oublier. Pas même 2 heures après mon évasion, ni dans 50 ans. Jamais. Les émanations venant des chambres à gaz sont si terribles que le simple souvenir me donne des hauts le cœur. La sueur, l'odeur des excréments, les vomissures des enfants, les corps morts. C'est inimaginable à quel point ces odeurs mélangées entre elles rendaient l'air répugnant et nauséabond. Je suis persuadée que certaines personnes, celles qui avaient déjà des santé médiocres, sont mortes à force d'avoir trop respiré cette fétide émanation. Pourtant, il y a une dernière chose que je ne pourrai jamais oublier de ces effluves. Nous n'étions pas beaucoup à connaître ce détail, mais il y avait toujours une subtile senteur d'eau de Cologne, bon marché, qui venait atténuer quelque peu ce cocktail d'odeurs pestilentielles. Je respirais une bonne bouffée d'air afin de percevoir le soupçon de parfum qui entrait dans mes narines. Parfois, j'aurais juré que c'était l'odeur de viennoiserie, comme si une boulangerie venait de sortir des petits bonheurs du four. Au début, je me suis surprise à chercher la source de cet infime parfum douillet et réconfortant. J'en faisais une obsession, comme si c'était devenu mon objectif de vie. C'était un brin de plaisir dans ce taudis haras. Le jour où j'ai découvert d'où venait cette odeur, j'ai vite compris que tant que je serais ici, il n'y aurait jamais de place pour les petits bonheurs de la vie, pas même respirer un parfum frais. Cet arôme de pain, mi-sucré, n'était nul autre que le parfum des soldats haut gradés. C'était à croire que le chancelier en personne leur fournissait, à tous, la même fragrance, en guise de cadeau de bienvenue ou quelque chose du genre. Les SS, comme on les appelle, sont les êtres les plus respectés au sein du Troisième Reich, dit Hitler. Ce sont ces soldats qui ont tous les pouvoirs et qui dictent les ordres venant d'en haut. La tâche des SS est tout simplement de mettre à exécution les ordres de leur cher chancelier, car vous aurez compris qu'il ne peut pas être présent partout, ce pauvre Adolphe. Occuper un si grand territoire demande de l'organisation et de la délégation de pouvoir. Alors, je ne sais pas ce qu'Hitler leur a dit à ces maudits SS, mais ils agissaient comme s'ils étaient les dieux du nouveau monde, ou encore comme s'ils étaient eux-mêmes des mini-Hitler. C'est dégoûtant. Assise contre ce vieux chêne, dans le boisé, derrière la maison des fermiers, je regarde pour une dernière fois ce tatouage. Une bouffée de chaleur envahit mon visage. Je sens le rouge couvrir mes joues. Ces 6 petits chiffres sont porteurs d'une si grande signification pour le monde actuel. Lorsque j'ai mis mon plan à exécution, je savais que l'évasion en tant que telle serait la plus facile des tâches qui allaient suivre. À partir de maintenant, j'allais être une fugitive, une jeune femme que personne ne pourrait aider par risque de se faire fusiller, une juive orpheline que l'on peut tuer, violer, torturer sans représailles. En temps de guerre, les lois se volatilisent, plus rien n'a de sens, et les gens agissent selon leurs propres idéologies. Cependant, en temps de guerre, où l'on se réveille chaque matin avec la crainte de voir sa maison exploser à cause des obus, on ne pense pas à emprisonner un violeur ou un voleur. Non, car des crimes de ce genre, ainsi que des meurtres, se produisent à tous les coins de rue, à toute heure du jour et de la nuit. Au sein du gouvernement,
et même au cœur des familles. Conséquemment, les crimes, appelons-les minimes, n'étaient pas jugés ou même pris en considération. Tous avaient d'autres chats à fouetter. C'est ainsi que le dos bien appuyé contre le tronc du chêne, je bus la bouteille de vodka à moitié entamée, sans même retirer le goulot pour respirer. J'imagine que ces vieux fermiers gardaient précieusement cette bouteille, confiants que des temps meilleurs étaient à venir. L'eau-de-vie était devenue une denrée rare pour les gens de la classe moyenne. Le goût de l'alcool me dégoûte. Je déteste particulièrement la vodka. Le liquide transparent coule dans ma gorge et me brûle l'intérieur. Les yeux clos, je tente de reprendre mes esprits en respirant par le nez. Bientôt, l'alcool fera effet et je pourrai commencer à me charcuter l'avant-bras. J'ai pris soin de m'asseoir à quelques mètres de l'étang. Si par malheur, une fois allumé, le feu devient incontrôlable, je pourrai toujours plonger dans l'eau glacée d'avril et éteindre les flammes avant qu'elles n'envahissent mon corps tout entier. L'alcool m'ayant rendu maladroite, je verse le gaz sur mon bras et tente de bien asperger tous les centimètres de ma peau. Lorsque mon bras gauche est entièrement imbibé, je vide tranquillement le reste du gaz sur ces maudits chiffres tatoués au creux de ma chair. 101 168. Le gaz et les allumettes ne pourront à eux seuls faire le travail. Pour avoir vu le résultat sur d'autres prisonniers durant mon séjour à Birkenau, je sais que le tatouage ne disparaîtra pas entièrement. Il n'abîme pas ma peau à l'aide d'une lame quand le feu pétille. J'ai donc prévu un vieux couteau pour m'écorcher l'épiderme pendant l'opération. Le corps humain est résistant et surtout, il se régénère. C'est ce que ma voisine de dortoir m'a expliqué. Si les dommages ne sont pas trop graves, le corps humain fera tout pour se reconstituer. Anna était docteur. Elle avait voulu le cacher, mais les SS savent tout. Un matin, je me suis réveillée et elle n'était plus là. Pourtant, je ne dormais jamais bien profondément et je ne m'étais aperçu de rien. Elle s'était volatilisée, mais au fond de moi, je savais qu'ils l'avaient prise de force et qu'ils utilisaient ses connaissances pour faire des tests sur les plus faibles. Un après l'autre, on les voyait disparaître, ces pauvres gens qui boitent, ceux qui toussent, ceux qui ont un œil de verre, ceux qui ont le dos courbé. Il y avait des rumeurs d'opérations, de stérilisation, de masse, et bien entendu, ils avaient besoin de professionnels de la santé pour effectuer leur charcuterie. Bien sûr que j'étais au courant de leur expérimentation. Je comprenais ce qu'ils disaient. C'était mon secret à moi. Personne entre ces murs ne savait que je parlais allemand à la perfection. Je sais qu'ils testent des produits sur nous. Et une fois leurs cobayes morts, ils les jettent dans une fosse commune. Endroit crasseux dans lequel chacun d'entre nous finira. C'est notre sort. C'est évident. Il n'était pas question que je reste là sans rien faire. Je n'avais qu'une chance de survie, celle de m'évader. J'ai tenté ma chance car je préférais de loin avoir 1% de chance de réussite en m'évadant que 100% de périr dans cet enfer. Avant de craquer l'allumette, j'installe le reste du tissu que j'ai trouvé dans mon dortoir entre mes dents. Ça n'atténuera pas la douleur, je le sais bien, mais j'aurai quelque chose à mordre pour retenir mes cris. Il faut prendre toutes les précautions et s'assurer de ne pas alerter le voisinage. Doucement, la vodka commence à faire effet. Je sens mon esprit qui se brouille petit à petit. C'est finalement en fixant le nombre 101 168 que je passe à l'acte. La chaleur causée par les flammes ne tarda pas à envahir tout mon visage. On aurait dit que quelque chose venait d'exploser. La souffrance était insoutenable. La peau de mon bras se dissout sous mes yeux. La sensation que mes veines éclatent sous la chaleur me fait vaciller. Je ne tiendrai pas longtemps. Le tissu entre mes dents m'empêche de crier, mais je serre si intensément ma mâchoire que j'entends celle-ci craquer. Fermement dans ma main droite, je tiens le couteau et je tente d'appliquer la lame à l'endroit où le tatoueur m'a numéroté, il y a presque 2 ans. Je ne vois plus rien. Les flammes m'obligent à fermer les yeux, mais je connais l'endroit exact où se trouvent les chiffres qui ont fait de moi du bétail. La lame du canif était sans doute brûlante, mais je ne la sens pas. Seulement quelques coups furtifs, à l'aide de la lame, seront nécessaires pour faire disparaître ce symbole maudit. Ma main droite, celle qui tient le couteau, commence à brûler aussi. Je dois faire vite. Et c'est à ce moment précis que j'ai perdu conscience. Je vous laisse imaginer la suite. Je n'ai jamais pu sauter dans l'eau froide de l'étang pour arrêter les flammes. Mon esprit a vacillé quelque part entre les limbes et le ciel.
Je crois qu'à ce moment-là, j'étais bien, à l'abri d'un enfer permanent. Ce répit était plus que le bienvenu. De l'instant où j'ai versé le gaz sur mon bras jusqu'au moment où mes yeux se sont fermés, il ne s'est écoulé que 19 secondes, pas une de plus. 19 secondes de supplice atroce. Et pourtant, la première chose que j'ai faite en me réveillant, 5 heures plus tard, ce fut de sourire. En fait, je crois que ce fut l'odeur de brûlé qui m'a sorti de mon sommeil involontaire. Petit à petit, je reprenais mes esprits. Une question me trottait dans la tête. Comment le feu avait-il cessé? Mon souvenir était clair. Le feu, au moment où j'ai perdu connaissance, était terrible. Autour de moi, dans la terre humide, il y avait des petites traces de pas dans la boue. En balayant la scène des yeux, je compris que c'était quelqu'un qui avait arrêté les flammes. Quelqu'un avait transporté l'eau jusqu'à moi pour m'asperger et ainsi me sauver la vie. Mes vêtements dégoulinaient et j'étais frigorifié. Malgré le soleil brillant, je grelottais. Un ange m'avait sauvé de la mort. Mais pour une raison inconnue, cet ange n'avait pas voulu être présent lors de mon réveil. Voilà pour cet extrait de ce roman qui est pour moi un coup de cœur. Je vais vite m'empresser de lire le second tome qui vient de sortir. Je vous souhaite une belle journée, j'espère que cet extrait vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.